Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai passé sur mon Facebook, texte qui est en fin de compte une partie de l'ouvrage que je suis en train de réaliser, ouvrage que j'ai commencé il y a plusieurs décennies, mais que je suis en train de réaliser depuis 5 ou 6 ans. Donc, ce texte parle de certains comportements que nous avons tous, qui font partie de notre vie, que nous faisons instinctivement, mais dans ce texte, j'essaie de vous expliquer d'où viennent ces comportements pour que vous les compreniez et pour que vous compreniez qui vous êtes réellement et comment vous fonctionnez. Donc, ce petit texte est en fin de compte un texte de sociologie évolutive, d'anthropologie, un texte qui touche à ce qui est l'homme et comment s'est formé l'homme. Donc voilà, je vais vous lire petit texte qui s'appelle « Pourquoi je ris, pourquoi je pleure ». Alors évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais j'ai approfondi ce sujet grâce au questionnement et à ma collaboration avec mes associés. Donc je dois remercier mon collègue et associé Boris, avec qui je travaille, et grâce à la magie du net et des réseaux sociaux, nous sommes en communication, moi de Hongrie et lui en Belgique, et comme ça nous pouvons communiquer et parler et faire avancer par nos réflexions communes la compréhension du monde. Alors, je vais commencer à vous lire ce petit texte. Alors, je suis un peu fatigué suite à des entraînements intensifs. Et oui, c'est l'automne, on reprend de la force. Donc, je vais vous lire ce petit texte. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Les rires et les pleurs, associés à des émotions, sont des comportements typiquement humains. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils apparus dans l'évolution humaine pour faciliter la communication des individus? Pour comprendre les causes profondes de ces comportements, il faut étudier l'évolution de notre espèce et nos particularités morphologiques et physiologiques qui nous sont propres. Bien que nous pleurons parfois de joie, les pleurs sont le plus souvent associés à la tristesse et la souffrance. Et peu d'animaux tristes et souffrants pleurent, c'est-à-dire évacuent par leurs glandes lacrymales du liquide. Pourquoi l'homme pleure-t-il? Tout simplement car c'est un animal d'une extrême complexité sociale dont le cerveau est l'outil principal pour affronter le monde. Et qui naît donc avec un corps atrophié, pas encore fonctionnel pour la locomotion, l'énergie fournie par la mère pendant le développement fœtal ayant été principalement utilisée dans le développement cérébral. Développement cérébral qui lui-même n'est pas encore terminé. Cette priorité dans le développement fœtal fait que nos petits humains naissent inachevés, de gros cerveaux vierges pour se remplir de connexions synaptiques pendant l'éducation, un corps atrophié, mais un système digestif parfaitement opérationnel pour digérer le lait donné par la maman et terminer leur développement. Dans les premiers temps, le petit humain, incapable de se mouvoir correctement, ne peut que manger et déféquer. Il doit donc, pour réaliser sa croissance normalement, avertir sa mère d'une façon automatique quand il se sent déshydraté et qu'il a faim. Manger et boire étant dans les premiers temps de la vie réalisés en même temps pendant l'allaitement. Pour avertir sa mère, afin de pouvoir manger et boire régulièrement, afin d'avoir sa dose d'énergie, d'eau et de micronutriments essentiels à sa croissance, le petit homme est obligé de crier, de s'époumoner. Il hurle donc tant et si bien qu'il risquerait à la longue de dessécher les muqueuses de sa bouche et de son nez et de les léser.
entraînant des risques de prolifération bactérienne et d'infection si les pleurs n'intervenaient pas pour réhydrater les muqueuses, car les canaux lacrymaux reliés aux glandes lacrymales communiquent des yeux au nez, et le nez débouche vers les voies aériennes supérieures, l'arrière-gorge et la trachée. Les bébés crient donc pour avertir les mamans lorsqu'ils se sentent mal, principalement lorsqu'ils se sentent déshydratés, et pleurent pour réhydrater toutes les muqueuses asséchées par les cris. Ce comportement d'appel à l'aide de nos tout-petits est génétiquement inscrit en nous et se conserve donc à l'âge adulte. Et bien que nous soyons devenus indépendants pour nous alimenter, les pleurs sont un moyen efficace, instinctif de demander de l'aide en générant chez ceux qui assistent à l'excrétion des larmes des pulsions d'assistance afin de venir en aide aux pleureurs comme on aiderait un bébé. Le rire, quant à lui, si étrange que cela puisse paraître, a un rapport très étroit avec la peur et le danger, et découle d'une mise en état d'alerte qui se trouve immédiatement interrompue. Lors d'une situation dangereuse, perçue par nos sens, le corps sécrète des hormones et des neurotransmetteurs dont le but est d'augmenter les capacités de réaction de l'organisme. Ces substances, comme l'adrénaline, qui boostent l'organisme, peuvent, si l'état d'alerte et de stress se prolonge, dégrader les muscles et le système cardiovasculaire tout en épuisant le système nerveux. C'est pour cela que lorsque nos sens sont avertis de la fin du danger, l'organisme se met automatiquement à produire des substances pour relaxer l'organisme, calmer le système nerveux et permettre ainsi à l'individu de se régénérer suite à ce stress destructeur. Les principales substances sécrétées après un stress sont les endorphines, un ensemble de molécules dont les effets calmants, relaxants et euphorisants permettent à l'organisme de récupérer. Le rire est donc lié à la sécrétion de ces molécules calmantes, relaxantes et euphorisantes, car la cause profonde du rire est due, le plus souvent, à une mise en alerte de l'organisme si courte que les molécules du stress n'ont pas le temps d'être sécrétées. Mais paradoxalement, en réaction à la fin brutale de l'alerte, le corps sécrète automatiquement des molécules calmantes et euphorisantes dont les effets se font sentir dans la bonne rigolade. Le paradoxe de la blague de la peau de banane sur laquelle glisse malencontreusement un pauvre type qui se relève sans blessure grave est à vrai dire une situation dramatique qui tourne bien et dont le stress trop court qu'elle provoque n'a pas le temps de dégrader l'organisme, mais dont la sécrétion post-stress calmante d'endorphines est nettement perceptible par l'état d'euphorie que la situation procure. Que cette situation burlesque soit racontée, vécue comme victime ou comme témoin, c'est toujours le même stress, court, consécutif à une situation qui aurait pu être dramatique, qui se termine bien, qui génère en nous ce rire typiquement humain. Le ha 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 n'est autre qu'un cri d'alerte, le célèbre ah de terreur, qui est étouffé dès son commencement par la perception de la fin de la situation dangereuse et qui est ensuite répété inconsciemment d'une façon brève et rythmique pour indiquer l'absence de danger, le tout ressenti sous calmant et euphorisant produit par l'organisme suite au bref stress. Donc voilà un petit texte qui, j'espère, vous apprendra beaucoup sur les larmes et surtout sur le rire. Et n'oubliez pas que ce que je vous explique dans ces vidéos font partie de ma recherche et de mes découvertes, car je suis un chercheur qui découvre. Et ce que je vous explique en sociologie évolutive, en étude du comportement humain par la compréhension de notre évolution et de ce qui fait l'homme et de notre confrontation au milieu, je suis le seul ou un des seuls à vous l'expliquer et que vous ne le trouverez pas ailleurs. Et si je suis si brillant, et j'ose le dire, c'est que ma façon de penser est si simple et si logique qu'elle permet de tout découvrir, ou presque. Alors, quelle est cette façon de penser? Là, je vous l'explique, c'est tout simplement comprendre
que nous ne sommes que des réactions, hein, des réactions automatiques, et que les hommes, que les êtres vivants, que tous les organismes sont tous liés par des relations énergétiques dont le but principal est de prendre l'énergie au monde par la prédation ou l'échange, de se gonfler d'énergie pour la restituer à l'autre dans l'acte d'amour et de sacrifice pour protéger la vie du groupe et transmettre la vie avant de mourir. Tout ça n'est que relation énergétique, et quand nous commençons à comprendre que tout est relation énergétique, et que ce que nous pensons être des émotions ou de la culture est en vérité un vernis qui cache des relations énergétiques pures et dures pour maintenir la vie et la transmettre. Mais attention, si cela peut paraître très primaire, très simple, il faut savoir que derrière tout cela, il y a ce désir de vivre, c'est-à-dire ce désir de vivre la relation à l'autre, ne pas être seul, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait le monde. Le monde a été fait pour que les individus puissent générer la conscience, c'est-à-dire l'esprit du monde, et que cet esprit du monde puisse vivre la relation à l'autre en s'incarnant consciemment dans la vie. Donc, l'important dans ce monde, c'est la relation à l'autre et l'amour. Dieu est amour. Le monde est fait pour Dieu et pour l'amour. Et Dieu vit en nous. Voilà. Mais pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre les lois du monde, comme je vous les enseigne. Les lois du monde qui sont les lois de la physique et de la biologie. Et il n'y a de miracle que le monde, marcher sur l'eau ou multiplier les pains, ne sont que des contes de bonnes femmes pour, en vérité, faire mieux passer une parole divine qui est « aimez-vous les uns les autres » et accueillez l'Esprit de Dieu en vous. Salut à tous, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir, espoir.